Les trois événements dont je parle dans le visage tout bleu sont inscrits depuis très longtemps dans ma mémoire. En fait. Depuis, les deux premiers depuis l'enfance et le troisième depuis 25 ans. Alors le tout premier, c'est ma naissance. Donc une naissance un peu acrobatique, puisque je suis né le cordon ombilical enroulé autour du cou, étranglé par le cordon ombilical, le visage tout bleu, donc en état de cyanose. Alors, bon, c'est pas un truc exceptionnel, ça arrive souvent, mais sauf que ce qui est un peu plus exceptionnel, c'est la façon dont on m'a sorti de ce mauvais pas, la manière, parce que je suis né chez mes grands-parents maternels, donc à une demi-heure de la première maternité, et de l'oxygène, dont j'avais absolument besoin à ce moment-là, sinon pour survivre, au moins pour ne pas garder d'importantes séquelles de cette naissance. Et l'oxygène qu'on m'a donné à respirer, c'est celui dont se servait mon oncle forgeron, le forgeron du bourg, qui habitait juste à côté de la maison de mes grands-parents, dont il se servait pour ses soudures au chalumeau. Donc, alors je ne sais pas dans quelles conditions d'hygiène ça s'est fait, mais en tout cas, c'est ça qui m'a permis d'être sauvé et de ne pas garder, enfin, j'espère, de graves séquelles de cette naissance. Ça, c'est le premier événement dont je parle. Le deuxième, c'est un accident de battage qui a eu lieu dans ce même petit bourg où je suis né, à Beaulieu-sous-Bressuire, dans les Deux-Sèvres, qui a eu lieu en juillet 1934 et dont j'ai beaucoup entendu parler aussi dans mon enfance. Comme j'ai entendu beaucoup parler de cette naissance où on me répétait à chaque fois, j'y reviens 2 secondes, que je devais une fière chandelle à mon oncle Roger le forgeron. Donc le deuxième événement dont j'ai entendu parler, c'est cet accident de battage qui a eu lieu à 50 mètres de la maison de mes grands-parents et qui a fait 9 morts. La machine à vapeur a explosé, une explosion qui a fait 9 morts, il y avait 6 paysans, le propriétaire de la machine, celui qu'on appelle l'entrepreneur de battage, et ses 2 aides-mécaniciens. Et surtout explosion qui a envoyé dans le ciel de Beaulieu-sous-Bressuire et dans la campagne environnante tout un tas de pièces métalliques, dont une de ces pièces est retombée sur le seuil de la maison de mes grands-parents, du café, ils tenaient un café, seuil où se trouvait normalement à cette heure-là, 14 h en début d'après-midi, ma mère, tous les jours, qui jouait. Et ce jour-là, par miracle, elle avait 3 ans et demi à l'époque, et par miracle, elle ne s'y trouvait pas. Donc j'ai beaucoup entendu parler aussi dans les réunions de famille et pendant toute mon enfance de ce deuxième miracle, au fond. Le troisième événement dont je parle, dans cette première partie du livre, concerne un garçon que je connaissais. Il était du même milieu social que moi, son père était ouvrier maçon, sa mère tient toujours un petit café au bord d'une rivière qui s'appelle la Sèvre nantaise, à 10 km de l'endroit où j'ai grandi. Et je connaissais très bien cet endroit, ou je connais très bien cet endroit, parce que j'y allais me baigner, adolescent, dans cette rivière, et j'y ai passé mes premières vacances en camping. Alors, j'ai dû rencontrer ce garçon, mais il était tout petit, donc j'ai pas fait attention, et notre rencontre date du début des années 90. Il avait 20 ans, il était très brillant, il suivait les études d'ingénieur à Lille, ville où j'habitais, et on l'avait croisé lors d'un séjour que j'avais fait chez mes parents, et il m'avait un peu intrigué parce qu'il était discret, silencieux dans un milieu où on ne l'est pas tellement, un milieu social où on ne l'est pas tellement, et il m'avait rappelé, à vrai dire, l'adolescent ou jeune homme que j'avais été aussi, moi, silencieux, un peu au milieu du vacarme familial. Alors on avait fait de la barque avec lui sur la rivière, on l'avait invité à Lille, chez nous, ça ne s'était pas fait. Et puis après, j'avais eu de loin en loin de ses nouvelles, j'avais appris qu'il avait réussi son diplôme d'ingénieur, qu'il avait trouvé un travail en 1995 dans la région parisienne, et surtout, au printemps 97, qu'il s'était suicidé. Et donc, j'étais allé voir ses parents l'été suivant, et à la fin de notre conversation, il y a une phrase de sa mère qui m'avait beaucoup intrigué. Elle avait dit il supportait mal de devoir faire des remarques aux ouvriers avec qui il travaillait.
Et je m'étais dit que ça avait peut-être un rapport avec son suicide, parce que les ouvriers avec qui il travaillait, c'était ses parents, des gens de la même classe sociale, qui lui avaient payé ses études. Son père, là, qui était près de moi, sur le divan, qui était totalement effondré. Et à ce moment-là, j'écrivais déjà, j'avais commencé à écrire, j'avais déjà lu Annie Ernaux, La Place, où elle parle de cette difficulté de passer d'une classe sociale dans une autre, de la souffrance que ça occasionne. Et je m'étais dit que c'était peut-être, enfin c'est mon hypothèse, peut-être à cette souffrance qu'il avait voulu échapper. Et je m'étais dit surtout que j'écrirais probablement cette histoire un jour, c'était il y a 20 ans. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, Le visage tout bleu, où je voulais parler de cette naissance où j'avais échappé à une vie dans un centre d'accueil par le travail, quoi, enfin un centre d'aide par le travail, je veux dire une vie de diminué mental, je me suis dit que ces trois événements, cette naissance, cette explosion qui avait failli tuer ma mère, faire que je ne naisse même pas, le suicide de ce garçon, destin qui aurait peut-être pu être le mien si j'avais choisi une autre voie que la littérature, était moi aussi suivi des études d'ingénieur, ce qui aurait été possible. Je me disais que ces trois événements avaient un rapport entre eux et disaient au fond peut-être le monde d'où je viens et faisait peut-être partie de ce que George Sand appelle les entraînements, malheurs et fatalités qu'il y a dans la vie des pauvres. Phrase que je voulais mettre en exergue de mon livre et qui dit exactement ceci: car il y a dans la vie des pauvres des entraînements, des malheurs et des fatalités que les riches ne comprennent jamais et qu'ils jugent comme les aveugles des couleurs. J'ai donc décidé d'enquêter sur ces trois événements pour savoir s'ils disaient bien le monde d'où je viens et s'ils faisaient bien partie de ces entraînements, malheurs et fatalités. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ces enquêtes, c'est toute la première partie du livre, ce sont ces trois enquêtes que j'ai fait, d'interviews, de rencontres avec des gens, etc. Et si ils ont bien confirmé, et pas rentrer dans le détail, mais dire qu'ils ont bien confirmé, pas tout à fait de la manière dont je m'y attendais parfois, que ces entraînements étaient bien, parlaient bien du monde d'où je viens et faisaient bien partie de ces entraînements, malheurs et fatalités qu'il y a dans la vie des pauvres. Mais surtout, ils ont confirmé ce dont quand même j'avais l'intuition, que ces trois enquêtes en étaient une sur moi, au fond, qui avait échappé à ces entraînements, malheurs et fatalités, un peu par miracle, mais pas que par miracle. Et ça, c'est la deuxième partie du livre. Je y avais échappé parce que j'avais quitté ce milieu pour devenir ce que je voulais être, un écrivain qui n'a pas oublié d'où il vient et qui n'a pas oublié que d'autres n'ont pas échappé à ces entraînements, malheurs et fatalités. Ils n'y échappent toujours pas. Voilà ce que je peux dire du livre, et peut-être pour illustrer un peu ça, je peux lire deux extraits peut-être. Un premier extrait de la naissance, parce que ça pose bien au fond cette tension dans laquelle j'ai vécu, cette envie de quitter ce milieu et de lui rester fidèle au fond. Peut-être à cause de cette naissance qu'on pourrait dire fondatrice, enfin, quelque chose comme ça. Le fait d'avoir failli échapper de peu à la catastrophe à ma naissance, à une vie diminuée mentalement, fait que j'ai un intérêt tout particulier pour les hommes et femmes au comportement étrange, pour tout ce qui touche de près ou de loin à leur vie, et donc à celle qui aurait pu être la mienne. Ainsi ai-je lu avec une extrême attention les lettres qu'un petit cousin de ma compagne, né également cyanosé, lui envoyait à une époque du centre d'aide par le travail où il avait été placé. Il les commençait toujours de la même manière, en listant les dates de fermeture de son CAT pour pont ou vacances, et plus précisément du restaurant de ce centre où il était employé. Je cite: « Il ne marchera pas du samedi 24 juillet au dimanche 22 août 2004. La réouverture se fera le 23 août 2004. On m'a donné la permission de rentrer au boulot le mercredi 25 août 2004, car je vais à un mariage le 24. » Il disait encore plein de choses, je passe un petit peu. Ces choses essentielles dites, il donnait enfin des nouvelles de sa vie. Je fais de la gymnastique tous les jeudis soirs. Mon rendez-vous du 18 juin 2005 chez le dentiste a été annulé. Je vois ma mère le 22 juillet 2005, le soir après mon boulot, ça c'est comme d'habitude. Information qu'il demandait de ne divulguer à personne, comme il ne voulait pas non plus qu'on sache qu'il avait des problèmes avec Barbara B, une camarade qui me reproche sans arrêt les choses, c'est assez pénible, je voudrais changer de CAT.
Tout ça ne l'empêchait pas d'aller plutôt bien, si l'on en croit la phrase par laquelle il terminait toutes ses lettres. J'espère que toi aussi ça va, sauf une, où il faisait part à ma compagne, qui pourtant ne lui avait rien demandé, d'une décision importante. Je ne veux pas aller au baptême de Thomas P, c'est mon choix, respecte-le, STP. Ce STP figure au recto de chaque lettre en bas à droite, en majuscule cette fois, précédé d'un T pour qu'on pense bien à tourner la page, et suivi d'une petite flèche indiquant dans quel sens. Désir profond d'être lu jusqu'au bout qui nous fait, nous dis-je aujourd'hui, un point commun. Le seul à la connaissance, grâce à Roger le forgeron, que je ne manquais jamais de visiter lorsque je retournais dans les Deux-Sèvres, et auquel je demandais systématiquement d'ouvrir la forge lorsqu'il a été en retraite pour jeter un œil sur la vieille bonbonne d'oxygène rouillé qui demeurait dans un coin. Chaque fois que je venais le voir, il me faisait aussi admirer son jardin, ses 3 rangs de vignes, son potager, et surtout son verger où les poires, j'en avais été extrêmement surpris enfant, poussaient dans des bouteilles que son statut envié dans les campagnes de bouilleurs de cru l'autorisait à emplir d'une eau de vie dont il faisait bénéficier toute la famille. Dans la salle à manger de mes parents, a ainsi trôné en bonne place 30 années durant, dans une dame Jeanne en verre teinté, l'eau de vie de poire de mon oncle. Je l'ai récupérée au décès de ma mère, la conserve précieusement, admire de temps à autre la poire toujours plongée dans l'alcool et restée intacte. J'offre parfois de cette eau de vie à mes invités, leur dis ce que je dois à mon oncle forgeron, et à travers lui à ceux dont je suis issu, mais aussi combien, à cause de cette naissance peut-être, j'ai ressenti très tôt le besoin de m'éloigner d'eux pour respirer, vivre ma vie. Puis je vais peut-être lire un autre extrait qui concerne la deuxième partie sur l'explosion, parce que là je replace un peu la petite histoire de Beaulieu dans la grande histoire. Donc j'ai fait cette enquête sur cette explosion pour en trouver les causes exactes. Avant de clore définitivement mon enquête, j'ai cherché sur Internet la date de création de l'Office national du blé, lequel, je le savais, avait notablement amélioré la condition paysanne en mettant en place, suite à la crise de 1929, une limitation des importations et un soutien au prix des récoltes. La loi qui l'institue date de 1937 et a été promulguée par le gouvernement de Léon Blum. Curieux hasard du calendrier, c'est le 31 juillet 1934 et lendemain de l'explosion de Beaulieu que les dirigeants du Parti communiste français et de la SFIO, forts du pacte d'unité d'action qu'ils ont signé 4 jours plus tôt en réaction aux manifestations d'extrême droite du mois de février précédent, se retrouvent devant le Panthéon pour y commémorer le 20e anniversaire de l'assassinat de Jaurès et lancer un appel à l'unité qui se concrétisera 2 ans plus tard par l'arrivée au pouvoir du Front populaire. On sait aujourd'hui combien les enquêtes de 1936 provoqueront une embellie dans les vies difficiles, selon le mot de Léon Blum lui-même, celle des ouvriers, employés et paysans. Il est probable que ceux de Beaulieu, comme les autres, participeront en cette année 1936 à la grande explosion nationale de joie, cette fois, celle venue à tous les travailleurs d'être désormais traités plus dignement. On sait aussi que cela n'a pas duré, que les entrepreneurs d'un nouveau genre ont continué et continuent à faire tourner à plein régime la folle machine à faire du blé, bien sûr. Si son explosion de temps à autre les laisse pour leur part indemnes, comme elle laisse indemnes leurs aides mécaniciens de Wall Street et d'ailleurs, son onde de choc toujours se propage dans le monde entier et fait chaque fois de nombreuses victimes. Alors, je parlais d'un désir de quitter ce milieu tout en lui restant fidèle. Et j'ai constaté au fait que pendant 20 ans, je n'ai fait des ateliers d'écriture qu'avec des gens de modestes conditions. Des enfants, des adolescents déscolarisés, issus de milieux très difficiles, qu'on dit très difficiles, et aussi avec des gens suivis en psychiatrie que cette maladie a plongé aussi dans des conditions de vie très difficiles, puisqu'ils touchent la plupart à l'allocation adulte handicapé à 900 € par mois. Et au fond, je crois que travailler avec ces gens-là m'a gardé non loin du milieu dont je suis issu. C'était peut-être ma manière de mettre en pratique cette fidélité à ce dont je suis issu. Voilà. Et la dernière partie, qui est un endroit où je suis allé, j'étais invité là pour un livre dans un endroit magnifique au nord de Bayonne, qui
qui s'appelle la Petite Escalaire, et qui était, parce que maintenant c'est terminé, qui était un magnifique musée à ciel ouvert où on pouvait déambuler au milieu de statues de Rodin, de Mayol, Bourdelle, de céramique de Miro, de Léger, d'une des nanas de Niki de Saint-Phal, et puis plein d'autres artistes contemporains. Zaouki aussi, Mata, enfin. Et donc j'ai passé du temps là-bas et c'était une expérience magnifique parce que je savais très très bien que j'étais là au milieu de toute cette beauté parce que j'étais devenu écrivain. Et j'étais très très loin de mon milieu très très loin de mon milieu d'origine et donc comment dire, je parle de ça parce que j'étais parti là-bas faire un atelier d'écriture avec des gens suivis en psychiatrie et j'ai passé 8 jours dans un endroit de rêve qui malheureusement n'existe plus maintenant puisque toutes les statues ont été vendues à cause des conditions climatiques qui ne permettaient pas de garder toutes ces statues dehors sans qu'elles s'abîment, toutes ces œuvres dehors sans qu'elles s'abîment très très fort. Voilà, c'est pour ça que je parle de ça parce que c'est au fond, disons que la première partie des ateliers d'écriture c'est une de mes activités très très importantes, faire écrire, et ce passage dans cet endroit c'est l'autre activité qui est écrire, quoi. Voilà.